Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité en ce début de semaine, un colonel en remplacement d'un autre à la tête de l'armée de l'air. Le colonel Makuya Balikou devient le nouveau commandant en lieu et place du colonel Atipou Kodjo Mensah, parti à la retraite. La cérémonie de passation de service s'est déroulée ce matin. Nous irons à l'état-major général des forces armées togolaises en ce début de journée. À suivre ce soir dans cette édition, un gros plan sur le complexe scientifique inauguré vendredi dernier à Lomé par le chef de l'État. Quelle sort désormais pour la recherche scientifique et l'innovation technologique de notre pays en route, vous le savez, pour l'émergence? Nous posons la question ce soir. Enfin, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est toujours l'attente des résultats. La commission électorale est à pied d'œuvre. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, espère gagner au premier tour. Le vote, lui, s'est déroulé dans le calme hier dimanche. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir, excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, ce changement, nous l'annoncions tantôt, de commandement à la tête de l'armée de l'air. C'est désormais le colonel Makuya Balikou, le nouveau commandant de cette unité. Il remplace à ce poste un autre colonel, Atipou Kodjo Mensah, admis lui à la retraite. La cérémonie de passation a eu lieu ce matin à l'état-major général des forces armées togolaises. Le récit de Arnold Kidifou. En transmettant le commandement symbolisé ici par le drapeau national, le colonel Atipou Kodjo Mensah cède sa place au colonel Makuya Balikou, qui devient ainsi le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air. Le général Félix Katanga, chef d'état-major général des forces armées togolaises, a ensuite renvoyé le récipiendaire dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Sous-officiers et aviateurs de l'armée de l'air, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Makuya Balikou, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes. Oh! Colonel Makuya Balikou, chef d'état-major de l'armée de l'air, prenez votre commandement. Cette prise de commandement s'est poursuivie avec la signature du procès verbal dans les bureaux du chef d'état-major de l'armée de l'air. Au cours d'un cocktail organisé à cet effet, le chef d'état-major sortant de l'armée de l'air, le colonel Atipou Kodjo, admis à la retraite, a félicité son successeur et lui souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air a quant à lui salué son prédécesseur pour les loyaux services rendus. Il a témoigné sa gratitude au président de la République, chef des armées, pour la confiance placée en sa personne et a promis assumer ses nouvelles responsabilités en respectant les directives données par le chef des armées. Être chef d'état-major de l'armée de l'air est pour moi un privilège divin accordé à ma modeste personne. C'est pourquoi, avant toute chose, qu'il me soit permis de louer et remercier le Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits en ma faveur. Je remercie du fond du cœur le chef de l'État, chef des armées, qui a trouvé en mon humble personne les qualités répondant aux exigences de la noble fonction de chef d'état-major de l'armée de l'air. Après m'avoir confié le commandement de la base Charles de Niamtougou, le chef des armées me renouvelle sa confiance en me nommant chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette confiance, je m'emploierai inlassablement à la préserver en exerçant ma mission avec courage, dévouement et abnégation. Une autre cérémonie de passation de commandement s'est également déroulée à la direction centrale du service de santé des armées où le professeur colonel Bello Mofou,
a cédé sa place au médecin-colonel Adonguya Pao. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Félix Katanga, n'a pas manqué de féliciter et de remercier ses officiers supérieurs entrants et sortants qui se sont battus à la tête de leurs institutions respectives pour le rayonnement des forces armées togolaises. Souffrez que je m'appesantisse, si besoin en était encore, sur le fait que ces deux officiers supérieurs ont en si peu de temps passé à la tête de leurs institutions respectives, entrepris de substantiels chantiers pour le bien de leurs armes et services. Je garderai en mémoire que l'armée de l'air a renoué avec les formations au Brésil grâce au chef d'état-major de l'armée de l'air sortant et grâce au directeur du service de santé des armées sortant, la direction du service de santé des armées aura un meilleur cadre légal de fonctionnement et une meilleure organisation, comme l'a si bien dit son successeur. Messieurs les colonels, chef d'état-major de l'armée de l'air et directeur central du service de santé sortant, les forces armées togolaises vous sont infiniment reconnaissants. Vous partez certes, mais les portes de l'état-major général des forces armées togolaises, votre maison, vous sont toujours grandement ouvertes. Quant à vous, nouveaux responsables de ces institutions, il ne me paraît plus indiqué de vous encourager car vous prenez en charge des départements en plein essor dans l'exécution de ce chantier de refondation initié par le président de la République, chef des armées. Je voudrais vous dire que j'attends de vous beaucoup et les forces armées attendent beaucoup de vous. Le colonel Makuya Balikou, qui commande désormais l'armée de l'air, est un pilote de chasse formé en France. Il est breveté de l'école de guerre de Chine et a été plusieurs fois distingué. Il totalise à ce jour 3124 heures et 50 minutes de vol. Autre sujet évoqué ce soir, le suivi, évaluation. Le concept, vous le savez, est à la mode. Depuis ce matin, le ministère de la Planification et du Développement initie une formation en la matière. Les décideurs, responsables d'ONG, des cadres de différents secteurs publics y prennent part. Ça devrait améliorer l'élaboration et la réalisation des projets en cours. Sonia Medipo, Joël Aziadabou. Ici d'amener la soixantaine de responsables issus du secteur public, privé et de la société civile à s'approprier les meilleures méthodes en suivi évaluation ainsi que les meilleures pratiques en matière de gestion axée sur les résultats. Ce projet a trois composantes. Nous avons une première composante qui concerne l'élaboration d'une politique intégrée de suivi et évaluation, une deuxième composante qui concerne le renforcement de capacités des acteurs, et une troisième composante qui concerne l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une structure nationale de suivi et évaluation. Nous aurons à former les cadres nationaux sur les conseils de suivi et évaluation, ce que c'est que le suivi et évaluation. Nous allons aussi apprécier les méthodes de suivi et évaluation, les outils pour pouvoir appliquer le suivi et évaluation n'importe où nous sommes dans nos structures, comme sur un projet, tous les cas doivent être amenés à pouvoir appliquer le suivi et évaluation à leur poste et contribuer à l'amélioration des interventions, à l'amélioration de leur performance individuelle, de leur structure. Cette session de formation contribuera donc à outiller les différents acteurs de développement et ceci pour leur permettre de mieux assurer leur rôle et responsabilité dans le système national de planification au Togo. Le directeur de cabinet du ministre de la Planification et du Développement a invité chaque acteur à mettre du sien pour tirer profit de cette session de formation des cadres nationaux. Environ 200 responsables et décideurs nationaux sont concernés par cette formation financée par la Banque mondiale à travers le Fonds de développement institutionnel. A signaler aussi cette autre séance de formation à l'adresse cette fois-ci des cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une formation pour l'apprentissage de type dual, en clair, une formation axée sur la compétence de l'apprenant. Plus de précisions avec Carmen Madji Akapou. Pour permettre aux apprenants de mieux réussir leur formation professionnelle, le Togo a décidé d'adopter la méthodologie d'ACUM, Developing a Curriculum. Une approche qui permet, à travers l'analyse d'un métier, d'élaborer des documents de formation pour mieux orienter l'enseignant.
Pour la phase expérimentale, des livrets ont été élaborés pour 5 métiers identifiés dans les préfectures de Tchaoudjo, Zio et Koloto. Il s'agit de la mécanique auto, la menuiserie bois et l'électricité bâtiment, entre autres. Les cadres du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle se sont alors concertés pour amender et valider ces documents. Nous avons commencé au Togo la mise en œuvre de l'approche d'Akoum en 2014, où il a fallu d'abord former des Togolais pour qu'ils maîtrisent l'approche avant de commencer à l'appliquer pour le développement des curricula, des programmes et outils de formation selon l'approche par les compétences qui donnent droit à l'entrée, à une meilleure entrée sur le marché du travail. Pour le gouvernement togolais, le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique doit être redynamisé et modernisé. C'est pourquoi l'apprentissage de type dual est à promouvoir. Par le système dual, les apprenants sont à la fois dans les établissements d'enseignement technique pour apprendre les aspects théoriques de leur métier, mais également sont pris en charge par les artisans dans les ateliers pour les aspects pratiques de ces professions. Cette formation a reçu l'appui financier de la coopération allemande à travers le programme de formation professionnelle et de l'emploi des jeunes de la GIZ. Il est 20h11. C'était vendredi dernier, nous l'annoncions en titre aussi. Le chef de l'État inaugurait le complexe scientifique de Tokoin. Et pour un pays en route, vous le savez, pour l'émergence, eh bien c'est un pas décisif dans la recherche. C'est un investissement dans l'économie du savoir. Voilà pour les faits. Les implications maintenant. Quel sort désormais pour les recherches scientifiques, l'innovation technologique? Nous posons la question ce soir. Les explications dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Prudence Issou. L'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable des pays africains, notamment le Togo, passe nécessairement par la moins dépendance de l'aide publique au développement et la valorisation des ressources dans tous les domaines. La recherche scientifique joue un rôle important dans ce processus, mais l'investissement qui lui est consacré reste en deçà des attentes. La CEDEAO a proposé que les pays atteignent d'ici 2020 1% de financement d'investissement dans la recherche, mais nous sommes aujourd'hui au Togo à 0,1%. Ce n'est pas un cas isolé, c'est pas un cas isolé pour le Togo. La plupart des pays africains sont à un taux très faible d'investissement dans la recherche. Les pays qui sont les mieux avancés, l'Afrique du Sud par exemple, doit tourner autour de 0,5%. L'Égypte aussi pareil, mais quand on prend les autres pays, c'est de cet ordre-là, 0,15, 0,1%. Le capital humain devant investir dans la recherche ou bien en STI, c'est les sciences, technologies et innovation, est faible. C'est très faible. Donc tout ceci mis ensemble ne favorise pas le développement de la recherche dans nos pays. Avec l'insuffisance des ressources, les pays africains doivent passer à l'économie du savoir, ce qui nécessite la mise en place de structures de formation adéquates et investir plus dans la recherche. Le Togo, de son côté, met déjà les bouchées doubles pour relever ce défi avec la construction d'un complexe scientifique au lycée de Tokoin pour donner la chance à la jeunesse de développer ses potentiels. Les enfants arrivent à l'université avant de découvrir ce qu'on appelle un laboratoire de recherche. Mais là, avec ce complexe aujourd'hui, les enfants sont aujourd'hui formés en amont. Avant d'arriver au campus, ils sont déjà informés sur les équipements de laboratoire, comment les utiliser. Et donc, une fois arrivés à l'université, ils ont déjà la main et ils peuvent facilement s'investir dans la connaissance, dans la recherche, comme ça se fait dans tous les laboratoires. Pour le gouvernement, la recherche scientifique doit s'affirmer aujourd'hui comme la source nourricière de la formation. Elle doit prendre aussi en compte les préoccupations de la société togolaise en devenant un instrument privilégié pour l'innovation en vue du développement économique et social. Le renforcement des autres structures scientifiques et techniques permettra également de relever ce défi. Aujourd'hui, ces centres-là sont vétustes. Il va falloir penser à la mise à l'échelle, c'est-à-dire face à nos réalités actuelles, mettre à l'échelle ces centres de formation
et ces centres de formation technique. Si nous voulons vraiment aller vers le développement, si nous voulons accompagner les actions du gouvernement en matière de recherche, en matière de développement, il faut absolument passer par la recherche. Avec l'extension prochaine du projet de lycée scientifique dans d'autres régions du pays, le Togo prépare ainsi la voie pour son émergence à l'horizon 2030 à travers la recherche scientifique et l'innovation technologique. Et vous êtes élève, vous avez un penchant, une aptitude dans les matières scientifiques, vous venez d'avoir votre BPC, envie de poursuivre vos études dans ce complexe scientifique. C'est une bonne chose, mais c'est quoi exactement les conditions d'accès, les conditions d'admission? Eh bien, c'est ce qu'on va vous dire ici et maintenant. Augustin Kossi, Sylvain Raboudou. La recherche scientifique est plus que nécessaire dans les stratégies et programmes de développement. Il faut alors des citoyens bien formés pour répondre aux exigences de l'heure. Et justement, 2 lycées scientifiques ont été créés au Togo afin d'ouvrir la voie aux projets et programmes de développement. Il s'agit du complexe scientifique du lycée de Tokoin et celui de Kara. Mais avant d'y avoir accès, les apprenants doivent nécessairement passer par un concours organisé en 2 phases. La phase de présélection repose sur les notes obtenues par les élèves en classe de 4e et de 3e, et plus les notes du BPC. Donc ça fait 7 notes en tout, en rédaction, en anglais, en mathématiques et en sciences physiques. Et il faut avoir généralement une moyenne de 14 et plus pour avoir la chance d'être retenu. Et une fois que vous êtes retenu, vous passez le test. Et le test, c'est uniquement en mathématiques et en sciences physiques. Et dès que vous réussissez à cette étape-là, vous pouvez entrer donc dans les lycées scientifiques de Lomé ou de Kara en fonction du nombre de places disponibles. Ici sont mis en relief le travail bien fait et l'excellence. Une fois admis au concours, les élèves sont pris en charge par l'État, et ceci à tous les niveaux, pour cette phase pilote de 5 ans. Pour être maintenus dans le système, ils ont l'obligation d'avoir au moins 12 de moyenne et être excellents dans les sciences physiques et mathématiques jusqu'au bac. Après, c'est l'enseignement supérieur qui prend le relais pour l'orientation des étudiants en fonction des besoins du pays. Ceux qui voudraient faire l'architecture ou l'urbanisme ou la médecine peuvent faire la formation sur place. Bien sûr, ils vont bénéficier des bourses pour pouvoir faire la formation sur place. Pour les autres, ils vont être orientés en fonction des besoins de l'État vers les pays étrangers. Déjà, certains ont été envoyés à l'étranger pour des formations d'ingénieurs dans divers secteurs scientifiques. Des dispositions sont prises également pour leur employabilité. Les bacheliers, disons, sont orientés en fonction des besoins de l'État. Et l'État ne veut pas mettre les moyens pour le plaisir de mettre des moyens, mais pour répondre aux besoins de développement du pays. C'est ça qui guide l'action dans les lycées scientifiques. Les apprenants sont internés afin de leur permettre de mieux se concentrer sur les études. Pas de téléphone, ni de sortie inopinée, même les visites sont réglementées 1 fois par mois. Des mesures rigoureuses, certes, mais susceptibles d'assurer aux élèves des conditions favorables aux études et pour une réussite certaine. Et voilà, on en sait un peu plus maintenant sur les conditions d'admission à ce complexe scientifique. Ce complexe scientifique, dans l'ensemble, quelle appréciation pour les premiers concernés, élèves, étudiants, chercheurs, se prononce un kaléidoscope de réactions recueillies dans ce sujet de Esther Laclé. Les sciences, indispensables pour le développement, sont aujourd'hui en pleine mutation. L'Afrique peine à donner une formation de qualité en la matière. Conséquence, de plus en plus d'apprenants prennent le chemin d'autres continents pour s'offrir la formation voulue. Depuis des années, le gouvernement togolais, pour sa part, encourage les élèves à miser sur les séries scientifiques, compte tenu de ses débouchés sur l'actuel marché de l'emploi. Le lycée scientifique au Togo
En tout cas, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a d'autres pays, ça existe déjà. De là où je viens en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a déjà un lycée scientifique. Et avoir un lycée scientifique au Togo, ça serait une bonne chose. D'autant plus que les professeurs de sciences en manquent. Mathématiques, physique, franchement, c'est pas facile. Les gens fuient cette filière-là. Et je pense qu'au moins si le chef d'État a eu cette amabilité avec son gouvernement de construire un lycée scientifique au Togo, c'est pour une bonne chose. Je pense que ça tâte à la formation qu'il faut inculquer maintenant aux étudiants. Et c'est ça qui sera vraiment le problème. Il faudrait que nous ayons vraiment les enseignants qualifiés. Très peu de filles osent aujourd'hui en passer ces filières. Ce projet qui vient de prendre corps constitue un espoir pour la promotion de la gente féminine dans les séries scientifiques. Ça pourrait aider les jeunes, surtout les jeunes filles, à évoluer dans les filières scientifiques. Parce que nous jeunes, nous avons souvent peur de ces filières-là. C'est une bonne chose. Le gouvernement a joué sa partition. C'est à nous maintenant de relever le défi de la parité au Togo. Le chef de l'État, comme toujours, est un visionnaire. Aujourd'hui, vous savez, plus que tout le monde, qu'on parle des ODD. Et dans ces ODD, l'un des objectifs, c'est de lutter contre l'inégalité, promouvoir les filles et les femmes dans tous les domaines. Et construire un lycée scientifique permettra aussi que les filles puissent intégrer ce centre. Mais j'ai vu donc à la télé, à l'inauguration, qu'il y avait quand même un bon nombre de filles, mais je crois qu'on n'a pas encore atteint les 30% de Beijing. Nous accompagnons donc toutes ces filles qui seront dans le lycée scientifique et nous inciterons alors d'autres à rentrer dans ces lycées scientifiques. Et maintenant, quand elles auront le bac, il faudrait qu'elles puissent être prises en charge au Togo pour faire alors continuer dans ce domaine, pour être dans les fonctions que les hommes occupent majoritairement aujourd'hui, qu'on appelle entre guillemets les métiers d'hommes. La chance offerte aujourd'hui aux nouveaux brevetés est énorme. Elle leur facilite une meilleure orientation après le bac. Je suis chimiste. Je dirais que moi, je n'ai pas eu la chance de se faire former dans un tel lycée. Mais tant que le monde d'aujourd'hui tourne autour de la science et de la technologie, je vois que c'est une bonne initiative, ce qui aidera nos petits frères ou bien nos frères à se lancer dans un tel domaine. C'est une très bonne initiative de la part du chef de l'État de créer un lycée scientifique au Togo. Je pense que c'est pour la première fois. Donc, j'encourage les jeunes du CEG, ceux qui ont fraîchement eu leur BPC, de continuer dans cette lycée scientifique. Parce que nous, on a fait les lycées, on n'avait pas eu cette chance d'être formé en tant que scientifique, mais on était formé généralement. Donc c'est maintenant arrivé au campus de chercher ce qu'on doit faire, à brancher les branches scientifiques, ça me paraît difficile parfois pour des orientations ou autres là. Donc comme maintenant nous avons un lycée de spécialisation dans notre pays, donc c'est une très bonne initiative. On aimerait que l'État puisse créer ensuite une université scientifique pour mieux se spécialiser. Un souhait sans doute inscrit dans l'agenda du gouvernement, dont la seule ambition est l'amélioration du système éducatif à travers la modernisation du secteur. Et voilà ce qu'on pourrait dire donc ce soir sur ce complexe scientifique. Cette échéance à noter du 20 au 5 au 29 novembre prochain, bien le Togo, notre pays, abrite les 44e assises de l'Union de la presse francophone. Ça nous concerne. De quoi parlera-t-on à cette rencontre et pourquoi? Eh bien, on fait le point avec le comité de préparation réuni ce lundi. Félix Simdacha. Pour faciliter l'accès aux informations au public, des journaux sont mis à disposition par presse écrite, mais aussi par radio, télévision et Internet. Ce travail est abattu au quotidien par les professionnels des médias, parmi lesquels des femmes devenues de plus en plus nombreuses dans les rédactions. Et ce sont elles qui seront à l'honneur à l'occasion de la réunion de l'Union de la presse francophone prévue à Lomé du 25 au 29 novembre. Cette année, le thème qui est développé par l'UPF est un thème qui nous est cher, puisqu'on parle de la place des femmes dans les médias francophones. Ce thème est d'actualité et pose la problématique de la place de la femme dans les médias, sa capacité à occuper une place décisionnelle et enfin
les représentations qui sont faites de la femme dans les productions médias. La rencontre de Lomé permettra sans doute aux professionnels des médias d'ouvrir le débat sur cette préoccupation majeure, de mettre en lumière ce problème lié au genre et surtout de faire émerger des réflexions des femmes professionnelles à partir des expériences vécues. À cette rencontre d'échange entre les responsables de l'Union de la presse francophone au Togo et les autres membres du comité ad hoc, le ministre en charge de la communication a rassuré les différents acteurs impliqués dans l'organisation des assises sur la disponibilité des autorités à les accompagner pour la réussite de l'événement. Nous allons nous mettre un point d'honneur à réussir ces 44e assises de l'UPF dans notre beau pays. L'État mettra toutes les conditions nécessaires en place pour que cela soit une réussite et que la presse togolaise également puisse en bénéficier et tire toutes les leçons que l'on peut tirer à la suite d'une telle rencontre. Pour ces 44e assises de la presse francophone, quelques 300 délégués praticiens du journalisme de l'espace francophone sont attendus à Lomé venant de près de 40 pays. À l'étranger, la Côte d'Ivoire toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle d'hier dimanche. Une élection cruciale, vous le savez, pour le président sortant Alassane Dramane Ouattara. Il espère l'emporter sans passer par un second tour face à une opposition plutôt divisée. Le scrutin, lui, s'est déroulé dans un calme relativement serein, mis à part quelques cafouillages dans certains bureaux de vote dû aux tablettes biométriques mal maîtrisées. Regardez. Les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement a commencé. Premier enseignement de cette journée d'élection en Côte d'Ivoire, elle s'est déroulée dans le calme. Le président de la commission électorale indépendante s'en est d'ailleurs félicité au micro de notre envoyé spécial, Pauline Simonet. L'élection a été apaisée, les gens sont allés librement voter, ils sont repartis de chez eux librement. Nous avons offert à chaque candidat une protection, une sécurité, et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire une mue vers une démocratie plus apaisée et une démocratie qui ressemble à toutes les grandes démocraties dans le monde. Il y a 5 ans, les élections avaient plongé le pays dans la violence alors que le président Gbagbo refusait de laisser son siège à Alassane Ouattara, donné vainqueur dans les urnes. 3000 personnes avaient perdu la vie. Ce dimanche, la journée a démarré doucement avec du retard dans certains bureaux, notamment à cause d'une panne du nouveau dispositif biométrique qui permet d'émarger électroniquement. Aucune tendance officielle n'a été donnée en ce qui concerne la participation, mais les observateurs prédisent une abstention importante. Dans la rue à Abidjan, les opinions sur ce vote sont partagées. Oui, j'ai décidé d'aller voter aujourd'hui parce que c'est un devoir de tout citoyen ivoirien. Moi, mon candidat n'est pas présent. Donc, cette vote-là, je crois que c'est déjà fiasco. Certains électeurs ont décidé de boycotter le scrutin car celui qu'ils appellent leur candidat, Laurent Gbagbo, est toujours détenu par la CPI à La Haye. Face à Alassane Ouattara, l'opposition avance en ordre dispersé. Le président sortant dit espérer l'emporter dès le premier tour. Autre appel aux urnes au Congo-Brazzaville avec un référendum pour ou contre un nouveau projet de constitution qui permettrait, vous le savez, au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat en 2016. Une consultation boudée par les Congolais, peu d'affluence dans les urnes, dans les bureaux de vote. Il faut dire que l'opposition avait appelé au boycott de ce référendum. Là aussi, le pays est dans l'attente des résultats. Dans le reste de l'actualité, sachez que demain s'ouvre à Lomé la 4e Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Une rencontre couplée du 2e colloque sur le café Robusta. Une opportunité pour les chercheurs d'échanger sur les mécanismes à définir pour valoriser davantage la filière. Comment se porte-t-elle d'ailleurs? Que fait Agram pour sa promotion? Et bien voilà cela avec Pierre Tessou. Des plantations de café de plus en plus rajeunies, et ce, depuis la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, PNIASA. Dans cette partie de la région des plateaux, réputée dans la production de café et cacao, le café Robusta reste l'une des variétés les plus cultivées. Des actions d'envergure, les chefs d'État d'Afrique en ont initié ça et là pour rendre plus productif la filière. La création de la CRAM
Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, une illustration. C'est un cadre pour les experts et les meilleurs chercheurs des pays membres d'échanger sur les mesures appropriées au développement et à plus de valorisation du café Robusta. Et l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a pour mission prioritaire de faire en sorte que le Robusta puisse trouver sa vraie place auprès du café Arabica, dont le marché, bien entendu, est porteur, même s'il y a des perturbations actuellement sur l'Arabica, mais l'Arabica, le marché de l'Arabica est très porteur. Donc il nous importe, nous, qui sommes producteurs pour l'essentiel du café Robusta, beaucoup de pays africains produisent du Robusta. Donc il importe pour nous de faire en sorte que le Robusta puisse maintenir une position confortable auprès du marché de l'Arabica. Voilà pourquoi nous sommes préoccupés par l'avenir du Robusta, parce que si nous ne nous y prenons pas très bien, nous risquons de fragiliser définitivement le Robusta. Pour l'heure, le café Robusta se porte relativement mieux sur le marché international. Il faut donc définir des stratégies pour rendre plus durable cette nouvelle position. Le fait que le Robusta commence à se porter mieux par rapport à des temps récents, il est important que nous continuions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à pousser des réflexions pour voir comment nous pouvons rendre durable les activités au niveau de la production du café Robusta. Parce que le danger pour nous, c'est que le moins d'incidents peut affecter à tout moment la production en général et le café en particulier, tout ce qui concerne le Robusta. Au Togo, l'État s'intéresse de plus en plus à la filière et les résultats restent encourageants. De la 4e Assemblée générale de la CRAM, couplée avec le 2e colloque sur le café Robusta qui s'ouvre ce mardi à Lomé, sont attendues des décisions et recommandations les plus pertinentes pour booster la filière caféière avec un accent particulier sur le café Robusta. Également seront récompensés les meilleurs chercheurs et producteurs à travers des prix spéciaux. Des prix qui vont être décernés par le gouvernement pour justement encourager les producteurs et l'excellence dans la recherche. La BOA, la Bank of Africa, a procédé hier, dimanche, à la remise de prix aux heureux gagnants sélectionnés pour le compte du 2e tirage de jeu Campagne épargne à part. Ce sont 8 gagnants qui ont reçu leur lot composé de bons d'achat, d'un réfrigérateur, d'une cuisinière et d'une moto. C'est un reportage de Clarisse Satikle. La Bank of Africa, BOA, continue de faire des heureux gagnants à travers sa campagne Épargne à part. C'est le 2e tirage de cette campagne qui a fait 8 heureux gagnants, dont 5 bons d'achat de 50 000 francs CFA chacun, un réfrigérateur, une cuisinière et une moto. Les lauréats expriment leur satisfaction. Il a suivi que j'ouvre un compte à BOA et à chaque fois j'essaie d'épargner. Le jeu s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice et la sélection est faite de façon électronique, montrant ainsi toute la crédibilité du jeu. C'est l'ordinateur on a organisé tout et il faut cliquer et la machine va rechercher dans toute la panoplie des clients qui ont ouvert le compte, qui ont rempli la condition et c'est la machine qui sort le nom du gagnant. C'est le désir de se rapprocher davantage de ses clients et de récompenser leur rationalité qui motive la BOA à organiser chaque année cette campagne dans les 15 pays où elle est implantée. D'avril à juin, on fait une campagne pour motiver les gens à renoncer à une partie de leurs revenus en matière de consommation, à différer la consommation. Et quand on le fait, généralement, à la fin de la campagne, on encourage ceux qui ont pu avoir l'idée rationnelle de pouvoir renoncer à la consommation dans une société où vous êtes agressé au quotidien en matière de réclame, de publicité pour pouvoir vous amener à consommer. 2 ans d'exercice au Togo, la BOA dispose de 8 agences. Elle a enregistré 13 000 comptes avec un dépôt de plus de 26 milliards de francs CFA et un crédit de 40 milliards de francs CFA.
Ombre et lumière, ça pourrait bien faire un beau titre de roman, mais c'est plutôt un thème dans lequel l'artiste peintre plasticien Bachir Afolari inscrit ses œuvres exposées la semaine dernière à Goethe Institute. Les réactions, les réalités de la vie, le quotidien des femmes transpirent à travers cette exposition. Le récit, Sonia Meniko avec Esther Lapie. L'ambition démesurée, la pyramide africaine, maman, le pilier du foyer. Ce sont là les quelques chefs-d'œuvre de l'artiste peintre plasticien togolais Bachir Afolari. Cette toile s'inspire des réalités de la vie, surtout du vécu quotidien de la femme qui, selon l'artiste, éprouve beaucoup de souffrance. Ces œuvres sont confectionnées à partir d'une technique simple basée sur l'utilisation du sable coloré, de la corde, du charbon et de l'argile. Ces tableaux sont exposés ici au Goethe Institute pour 10 jours. Moi, je suis très curieux. Si je sors, tout ce que je vois, ça m'inspire, quoi. Et je viens rapidement mettre quelque chose sur la toile pour voir ce que ça va donner. L'art contemporain réside dans la particularité de celui qui le pratique, selon l'artiste. C'est cette particularité qui se dégage à travers ses œuvres et son esprit de créativité a séduit plus d'un. Bachir Afolari est un artiste contemporain. Ombre et lumière. C'est sous ce thème qu'il réalise cette 3e exposition après celle de 1999 et de 2008, toujours au Goethe Institute. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Un rappel, sachez que le bâton de commandement change de main à la tête de l'armée de l'air. Nous en parlions en début de journal. C'est désormais le colonel Makuya Balikou, le nouveau patron. Il remplace à ce poste un autre colonel, Atipo Kozomensan, admis à la retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo, Cléo Sabine Poko joue aux aiguilles du ciel. Les prévisions dans un instant, 21h. Soirée sport avec Alfred Kolani et ses consultants, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Devego dans le Golfe, à 2 plateaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.